tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle grande interview, toujours confinée comme vous, mais toujours au plus près de l'actualité, de la sécurité privée, avec mon invité du jour, Guy Rouleau. Bonjour Guy. Bonjour Alexandre, comment allez-vous? Ça va, à distance. Je ne peux pas vous serrer dans mes bras, mais le cœur y est. On va dire ça. Alors, vous êtes directeur général du groupe Samsic. Un certain nombre d'activités, de métiers chez Samsic, hein, on peut en citer rapidement quelques-uns, sécurité bien évidemment, propreté, conciergerie et maintenance. Quels sont parmi vos métiers ceux où vous avez encore des équipes sur le terrain pendant cette période de confinement? À peu près partout, nous avons encore des équipes, mais dans des proportions qui n'ont rien de commun les unes avec les autres. Je vais vous donner un exemple. Sur une activité comme l'activité aéroportuaire, y compris la sûreté, on est à 5% d'activité aujourd'hui, au même niveau que le multitech, la maintenance. On est à peu près à 20-25% en accueil, 40% en propreté, 50% en sécurité, 40% en sécurité, 50% en propreté, et l'activité est quasiment nulle dans les pays tels que la République dominicaine, Belgrade et ainsi de suite, où les aéroports sont fermés, ce qui est un problème pour nous, puisque petit à petit, l'activité aéroportuaire s'arrête, par exemple. En additionnant toutes ces personnes qui sont sur le terrain, ça fait combien? En France, on va partir. Il y a deux activités. Oui, j'ai oublié de vous dire, on a aussi l'activité intérim qui est à moins 75% à peu près. Globalement, oui, bien sûr qu'on est dans la tendance du marché. Globalement, on a à peu près 65 000 payes tous les mois en France. 45 000 dans les activités facility, donc tout ce qui est service aux entreprises. On considère aujourd'hui qu'on est à peu près à même pas la moitié de ça. D'accord. Et alors en personne physiquement sur le terrain, donc au plus près des risques, vous avez comptabilisé ça? Oui. En fait, nos activités à risque aujourd'hui, c'est le segment santé, parce que nous avons un département de nettoyage santé dans lequel nous avons des salariés qui travaillent au plus près des équipes de santé dans les hôpitaux. Et puis les équipes de sécurité, elles aussi, qui sont en proximité des visiteurs dans les centres commerciaux, par exemple. L'activité aéroportuaire n'existe quasiment plus aujourd'hui, hein, puisque sur Roissy, Orly, comme je le disais à l'instant, c'est terminé. Voilà, donc considère aujourd'hui qu'on a à peu près, c'est difficile à estimer, mais en notion de métier dit exposé, à peu près 4 à 5 000 salariés encore. Donc 4 à 5 000. Alexandre, je ne peux pas vous garantir aujourd'hui que c'est la vérité, puisque l'activité bouge quasiment tous les jours. Bien sûr, mais ces 4 à 5 000 personnes, elles font partie de cette armée de l'ombre, hein, comme je l'appelle, qui se bat au quotidien. D'ailleurs, je tiens à souligner que vous avez perdu 2 agents de sécurité et que Agora News Sécurité vous renouvelle bien évidemment toutes nos condoléances. 3, Alexandre. Ça fait partie des choses difficiles, hein, quand on est patron. Bien évidemment, vous avez des gens qui veulent y aller sur le terrain. D'abord, c'est leur métier. C'est leur passion, mais c'est aussi une mission, hein, comme les gens qui interviennent dans la santé. C'est difficile d'avoir ce rapport avec ses employés, hein, en ce moment. En fait, c'est pas 2, mais 3 salariés. Je vais détester les week-ends, Alexandre, car hier, nous avons appris un nouveau décès. Un dans la sécurité, un dans la propreté, et puis hier, un dans la sûreté aéroportuaire. Et nous en avons un 4e sur lequel nous avons des inquiétudes plus que majeures, sans parler des personnes qui sont aujourd'hui contaminées, mais Dieu merci, de nombreux, la majorité s'en sort. C'est un vrai drame que je n'aurais jamais imaginé vivre à 62 ans. Quand vous avez géré toute votre vie une activité en croissance et que vous vous retrouvez avec une activité arrêtée, mais surtout que c'est l'intégralité de vos collaborateurs qui sont exposés, ou presque, et que vous n'êtes pas certain tout le temps de faire au mieux de ce que vous pensez devoir faire, et on l'a vu avec la problématique des masques qu'on a rencontrés, et ainsi de suite, c'est une situation que je ne souhaite vivre à personne. Mais ma priorité majeure, elle n'est pas dans ce que je ressens moi, mais dans la santé et la prévention des risques pour mes collaborateurs. Surtout que vous êtes une entreprise familiale, hein, depuis la création, et que vos employés, ça fait partie de la famille. Donc, on perd un membre de sa famille. Oui, on perd un membre de sa famille. Et alors, c'est assez curieux la vie, parce que les 2 premiers collaborateurs que nous avons perdus étaient des personnes, en plus, notoirement impliquées dans la vie sociétale,
avec Alain, par exemple, qui s'occupait du sport pour les enfants, avec, Fernando, qui était chez nous une clé de voûte, un pilier de la propreté qui formait les jeunes entrants. Donc, vous voyez ces personnes-là disparaître dans des situations complètement cohérentes, enfin, je veux dire, inconcevables, pas incohérentes, mais inconcevables. Oui, c'est compliqué. Bien sûr, c'est compliqué. Et puis, vous vous dites, quelque part, vous, qu'est-ce que vous avez fait, pas fait suffisamment, alors que vous n'avez fait que respecter les règles qui ont été fixées dans le cadre sanitaire. Quand je regarde ce que disait Madame Ndiaye au mois de mars sur le port du masque, il disait il n'y a pas besoin de porter le masque. Nous, on avait, si on prend l'exemple d'Alain, sur le site, on avait toutes les préventions, le masque, on avait les gants, on avait les produits hydroalcooliques, enfin de protection. Est-ce qu'il a attrapé ce virus sur place? Est-ce qu'il l'a attrapé ailleurs? Nul ne sait. Voilà. Mais en attendant, peu importe, il est décédé. Et c'est quelque chose que je ne souhaite vivre à personne. Alors, justement, à propos de ces protections, on parle peu du milieu de la sécurité. On a beaucoup parlé, on parle encore beaucoup des médecins, des infirmières, etc. C'est normal, mais ça fait aussi partie de ces métiers de l'ombre qui sont actifs. Quand on est dans le milieu, on sait que au début de la pandémie et de l'isolement, c'est des gens qui n'avaient pour la très très grande majorité aucun moyen de protection. Est-ce que depuis quasiment 3 semaines, ça a évolué et le rapport, le lien avec le gouvernement s'est-il créé pour apporter des aides? Ce que voir rire, c'est qu'a priori, c'est pas le cas. Moi, je reçois de différents ministères. D'ailleurs, on s'aperçoit qu'il y a un effet phénomène d'entonnoir. On arrive toujours au même niveau. Des propositions, par exemple, pour des masques. Ok, très bien. Donc, on envoie nos requêtes par l'intermédiaire du groupement des professions de services, du GES, au groupement des entreprises de sécurité, par la FEP, Fédération des entreprises de propreté, par le CIPEMI, au FN, parce que nous avons la chance, entre guillemets, d'être dans tellement de métiers que nous avons, Dieu merci, des instances qui nous aident à défendre nos intérêts. Quand on leur demande, par exemple, aidez-nous à trouver des masques, excusez-moi, mais personne ne m'en a trouvé, en tout cas pas dans les voies dites des pouvoirs publics. On a commandé 1,5 million de masques à ce jour. Une partie du stock qu'on attendait a été détournée à Hong Kong. Une partie est bloquée en douane. On a récupéré enfin une partie des masques dont on avait besoin. Mais on ne peut pas dire aujourd'hui que quiconque nous aide dans la matière, mais je ne sais pas d'ailleurs, il suffit de regarder la presse ou de regarder la télé, enfin bref, on voit bien qu'aujourd'hui les pouvoirs publics sont quelque part aussi démunis que nous, puisque si on commande autant de masques, c'est parce qu'on n'avait pas au départ. Parce qu'on parle bien des masques, mais je répète ce qui a été dit par M. Salomon, au ministère de la Santé, ou par Mme Ndiaye, on nous a bien dit il y a encore quelques jours que les masques n'étaient pas une nécessité. Ça tombait bien, c'est parce qu'il n'y en avait pas. C'est un peu ça la vérité des choses, on peut bien se le dire. Nous travaillons, je le répète, dans le milieu hospitalier. Je travaille dans le milieu hospitalier, Alexandre. Et dans le milieu hospitalier, on est en plein, nous, dans le protocole, le processus de protection et d'aide aux personnes malades. On voit bien aussi comment travaillent les personnels soignants. On voit bien, nous, puisque je répète, on est à l'intérieur, on voit bien comment ça se passe, on voit bien le manque de moyens qui a pu être fait. Enfin, quand on voit aujourd'hui que l'on fabrique des masques en tissu et ainsi de suite, c'est qu'il y a un vrai sujet de fond quand même à l'origine. Mais peu importe, on a mis ce qu'on pouvait, ce que l'on devait. On a mis aussi les mesures barrières, parce que c'est ça le plus important quand même. On a mis des mesures barrières en place. On a été assez drastique. Il y a des activités qui se sont aussi arrêtées. Voilà, donc aujourd'hui, on en est là. Et vous avez dû trouver des solutions en interne, vous débrouiller tout seul pour essayer de trouver des masques ou de façon ou d'autre. J'ai vu un intervenant que j'ai interviewé qui, eux, se sont rabattus en termes de gants vers des gants fabriqués pour la coiffure, vous savez, pour les teintures, pour protéger les mains. Est-ce que vous avez dû faire aussi trouver des solutions un petit peu comme ça qui n'étaient pas évidentes au départ, mais pour oui. On a acheté, oui, bien sûr que oui, on a fait avec les moyens du bord, comme dirait l'autre. On a acheté aussi, par exemple, ces fameuses visières, vous savez, les visières en plastique. Oui, mais les visières en plastique, elles sont attachées avec un élastique, sauf que les agents, ils ne supportent pas au bout d'un moment l'élastique, donc il faut acheter la casquette, donc il faut que la casquette soit disponible aussi. Donc on a acheté les visières et la casquette. On a mis en place des solutions, oui, bien sûr, des solutions d'alternatives, va-t-on dire, mais on n'a pas été trop embêté aujourd'hui sur tout ce qui est gants et produits hydroalcooliques. On a été surtout embêté sur les masques
Et puis aujourd'hui, un autre sujet, on commence à être en rupture de stock pour les produits, simplement les produits nettoyants habituels. Pourquoi? Parce que les gens s'en sont rabattus sur les savons, sur les produits javellisés pour compenser le manque de produits dits sanitaires purs. Bien sûr. Pour vos agents de sécurité qui sont sur le terrain, j'imagine qu'il y a aussi cette inquiétude de pouvoir ramener le virus chez soi, dans sa famille. Est-ce qu'on essaie de trouver des solutions type logement temporaire pour les loger près de leur travail et qu'ils ne ramènent pas le virus? Comment ça se passe? Trouve toutes les solutions possibles et imaginables pour les aider. Quand vous parlez de logement sanitaire, mais de situation de logement provisoire, entre guillemets aussi de prêt de véhicules. On a prêté des véhicules à des collaborateurs. Trouve toutes les solutions possibles et imaginables, mais elles ont leurs limites. Et aujourd'hui, on a un absentéisme extrêmement important dans l'entreprise, lié tout simplement, et qui leur en voudra, au stress, à l'angoisse. Parce que même s'il y a les mesures barrières, et je répète, elles existent, et Dieu merci. Ici, moi, j'ai un siège où il y a 380 personnes, on est 10 aujourd'hui. Parce qu'au premier jour du confinement, on a renvoyé, entre guillemets, tout le monde chez soi, et on a mis en place le plus rapidement possible les solutions de, entre guillemets, télétravail. Mais c'est pas possible dans les métiers comme le nôtre, sur le terrain. Donc, en fait, le vrai sujet, c'est le stress et la crainte que peuvent avoir les salariés vis-à-vis de la maladie, parce que c'est une grande inconnue. On commence à avoir quelques éclaircissements, mais ça n'était pas le cas au départ. Moi, j'ai vu quand même des salariés qui travaillent dans le milieu de la propreté dont la famille n'a pas voulu qu'elle rentre à la maison. On a payé l'hôtel. On paye l'hôtel aujourd'hui à des agents en propreté au milieu hospitalier, par exemple. On leur paye l'hôtel parce que, voilà. Mais encore faut-il trouver des hôtels, Alexandre. Bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, vous le savez, une grosse partie des hôtels commencent à fermer leurs portes quand c'est pas déjà fait. Bien sûr. Et quand c'est pas les voisins qui demandent aux locataires ou aux propriétaires de quitter leurs appartements parce qu'ils ont des métiers à risque. Oui, quand c'est pas, comme on a eu en Bretagne, des petits mots sur le pare-brise ou je ne sais quoi. C'est la face un peu nauséabonde qui nous rappelle une mauvaise période de l'histoire. On a mis en place une cellule psychologique pour ça. On a travaillé aujourd'hui, les inspections du travail sont souvent déplacées. Et puis les cellules psychologiques sont réservées aussi au personnel hyper exposé, qui ne sont pas notre personnel, par exemple le personnel soignant dans les hôpitaux. On a aujourd'hui signé un accord avec une société pour pouvoir ouvrir des cellules psychologiques, pas simplement dans les cas de décès comme on a eu pour les personnes qui environnent nos collaborateurs, leurs familles ou leurs collègues, mais aussi pour les gens qui ont la trouille tout simplement d'aller travailler. Bien sûr. Pour leur expliquer que le virus, on ne l'attrape pas comme ça. En tant que manager que vous êtes, comment on motive ces équipes qui doivent encore aller sur le terrain? Moi, j'étais très surpris par la prime de 1 000 € que nous a proposé Monsieur le maire. Alors, au-delà du fait qu'on reviendra sur l'aspect économique de la prime, mais comment on peut donner une prime à des gens pour leur dire « allez travailler » alors qu'aujourd'hui, vous avez la trouille d'aller travailler. Ça veut dire que vous pensez que l'argent va compenser, entre guillemets, l'élément psychologique qu'est la crainte de la maladie et quelque part aussi, on va bien dire le mot qui tue, la mort, quoi. C'est-à-dire, c'est très compliqué. Alors, comment vous faites en sorte de accepter que vos salariés ne veulent plus aller travailler, mais vous vous dites que si les salariés ne travaillent plus à un moment, je parle bien sûr dans les situations de sanitaires normales, respectables, eh bien, c'est l'entreprise qui va poser problème et leur emploi va poser problème. On a des clients en plus, certains clients qui jouent le jeu, mais d'autres qui ont profité de cette situation-là aussi, pour bien qu'en télétravail, arrêter nos prestations, donc nous mettre aussi en situation un peu compliquée. Comment on fait? On communique. Là, tous les jours, on a nous créé un comité de crise, tous les jours à 14h, Et j'ai une équipe qui est autour de moi et on fait des conférences téléphoniques. Là, jeudi, j'ai une conférence avec 200 personnes, 200 cadres de l'entreprise, qui eux-mêmes vont par ruissellement aller véhiculer les messages sur le terrain, mais le message sur le terrain, il est parfois de plus en plus difficile à faire comprendre. Oui, parce que les remontées quelles sont les remontées actuellement d'ailleurs? En fait, assez curieusement, alors bien sûr, on a des droits de retrait. On va se raconter l'histoire, ça paraît logique et je ne peux que les respecter, même si c'est pas toujours en tant que chef d'entreprise facile à accepter. Les remontées, c'est que vous avez des gens qui veulent aller travailler, qui aujourd'hui se disent c'est bien tout ça, mais chômage partiel, moi ça m'arrange pas et c'est pas comme ça que je vois ma vie quand je gagne déjà un salaire qui est pas un salaire très élevé. Être amputé de quasiment 20% de mon salaire, ça ne m'arrange pas du tout. Voire même ceux qui n'ont plus de boulot du tout. On le voit dans le monde de l'aéroportuaire, vous avez des salariés qui sont sans emploi puisque les terminaux sont fermés et qui demandent d'aller continuer à faire des prestations. Donc effectivement, c'est les remontées, c'est celles-là. C'est aussi ceux qui ont une vraie crainte, je vous l'ai dit tout à l'heure. Après, il y a quelques partenaires sociaux, globalement, ils jouent le jeu. On a quelques-uns qui utilisent ça comme un levier, entre guillemets, de pression, entre guillemets, syndicale. Bon,
sans commentaire. Les remontées du terrain, elles sont à la fois volontaires, à la fois angoissées et à la fois lucides. Moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est la lucidité des gens face à cette situation que personne n'osait imaginer hier. D'abord, il y a un état de sidération. Qu'est-ce qui nous arrive? Puis après, il y a un état de lucidité, de prise de conscience, de prise en compte. Et nous, on est plutôt aujourd'hui dans des messages, pour revenir à la question que vous m'avez posée juste tout à l'heure, à des messages qui sont des messages qui tournent vers la reprise. Là, on achète par exemple du matériel en surproduction, entre guillemets. Pourquoi? Parce qu'on se dit, quand il y aura la reprise, il faudra mettre des masques certainement. Cette fois-ci, il y a tout le monde qui reviendra travailler. Il y aura les prises de température, il y aura les produits dont on aura besoin, le redémarrage des désinfections, des décontaminations qu'on va nous demander certainement pour réouvrir les magasins ou les bureaux. Donc, on est dans cette perspective-là de dire aux gens, ne vous inquiétez pas, il ne va rien vous arriver, le groupe est solide, c'est un groupe familial qui a les moyens de surfer sur ces 2 ou 3 mois d'inactivité et vous ne perdrez pas vos emplois. Après, Alexandre, dire que la vie sera la même derrière, c'est pas sûr. Parce que cette année, on était parti sur une courbe, excusez-moi, on était parti sur une courbe à 2,5 milliards, 2,7 milliards de chiffre d'affaires. On est quasiment certain, quand on regarde certaines activités, je reprends l'aéroportuaire ou l'intérim, que ça ne va pas redémarrer tout de suite. Qu'il y a des hôtels qui nous mettront un certain temps à s'en remettre, donc par ricochet, on sera aussi concerné. Que l'activité d'accueil, avant que tous les bureaux rouvrent, va prendre aussi du temps à redémarrer. Et que donc, forcément, la vie sera plus la même demain qu'elle n'était hier. Et puis aussi, les gens auront appris le télétravail. Il va falloir aussi admettre le fait qu'il y aura certainement des pans d'activité ou des clients qui peuvent disparaître aussi, parce qu'ils n'auront pas les moyens de franchir ce cap aussi difficile de l'absence de trésorerie pendant 3 ou 4 mois. C'est ça la vraie réalité à laquelle on est aujourd'hui. Il y a une espèce de climat un peu d'incertitude, un peu angoissant. Alors, justement, sur ce futur proche, entre guillemets, est-ce que vous pensez que cette pandémie, cet isolement va faire évoluer les mentalités dans le secteur de la sécurité privée? Moi, j'ai répondu un jour dans une assemblée où on me demandait pourquoi je faisais pas de télétravail plus, mais c'est complètement absurde parce que sur les 60 000 salariés qu'on a, on en a à peu près 57 000 qui sont sur le terrain. Le télétravail, ça n'existe pas dans les métiers comme les nôtres. Nous sommes les travailleurs de l'ombre. On s'aperçoit qu'on existe le jour où nous ne sommes plus là. Le jour où on ne fait plus les prestations de sécurité, de propreté, d'accueil et ainsi de suite. Je pense que les choses vont forcément évoluer, les mentalités vont évoluer, la façon de travailler va évoluer. Je pense que pour la sécurité, c'est pareil. On va peut-être se rendre compte que tous ces gens qu'on oublie un peu, que parfois même, entre guillemets, on ne voit pas, qui sont pourtant visibles, ont leur rôle pour maintenir l'activité alimentaire, par exemple, mais leur rôle aussi pour sécuriser des bâtiments qui sont vides et qui seraient mis à sac s'ils n'y étaient pas. Je prends juste la période de pandémie, que sont des gens aussi qui continuent à faire leur boulot pour avoir accueilli des milliers de passagers dans les aéroports ou dans les gares, comme c'est notre cas, des milliers de passagers dans les aéroports ou dans les gares pour que les gens puissent continuer à voyager et se déplacer. Ils ont été là tout le temps. Tout le temps, ils ont été là et jamais ils ont baissé les bras. Aujourd'hui, oui, l'activité diminue, donc forcément, les choses sont plus compliquées. Alors, à ce propos, vous qui avez été à l'origine de la digitalisation du groupe Samsic, est-ce que vous pensez que les nouvelles technologies vont justement davantage se développer? On le voit en ce moment, on le lit en ce moment. Elles aident au mieux pour essayer de contrôler et de faire diminuer ce virus. Est-ce qu'on va en profiter positivement? Moi, alors c'est paradoxal, moi qui suis, entre guillemets, l'homme de la digitalisation, entre guillemets, dans le groupe, comme vous dites. C'est assez marrant pour un sexagénaire, qui n'est pas de la génération Y, plutôt de la génération P ou K ou K, je ne sais pas. Non, je crois, en fait, moi, c'est assez marrant. Je pense qu'on remet l'homme au centre du débat. On se rend compte que le vrai sujet, c'est nous, les hommes et les femmes. Moi, il y a un truc qui m'impressionne, par exemple, c'est qu'on a été infoutus en Europe de s'entendre entre nous pour que les choses marchent. On a été infoutus de se coordonner les uns les autres, au-delà de nos barrières politiques ou de nos différences culturelles. On a été infoutus de se discipliner. Les Français sont parfois aussi infoutus de se discipliner. Moi, je pense que le digital va bien sûr continuer à prendre le pas sur tout ce qui n'a pas d'intérêt et de valeur ajoutée. Et d'assistance aussi aux collaborateurs, aide à faire leur boulot. Parce que c'est vrai que le télétravail, qui chez nous n'était pas culturel, va certainement prendre plus de place qu'auparavant.
mais ça sera aussi une variable d'ajustement en termes de frais de fonctionnement, de coûts de fonctionnement. On va certainement réajuster le coût des déplacements, le coût des séminaires. Est-ce qu'on a vraiment besoin de faire autant de réunions? Est-ce qu'on peut pas les faire par visioconférence? Est-ce qu'on peut pas automatiser un certain nombre de choses? Je pense, si vous voulez, que réaménager les bureaux aussi, faire des bureaux plus flexibles. Bien sûr. Bien sûr, moi je lisais un article sur Dassault Systèmes qui a investi dans le monde de la santé, dans les startups de la santé. Bon, nous, on n'est pas Dassault Systèmes, on n'a ni les moyens, ni les chiffres d'affaires, ni les résultats, à mon grand regret. Mais par contre, je considère que oui, il y a des choses sur lesquelles on va pouvoir avancer, on va pouvoir continuer à pousser parce que c'est nécessaire. Parce qu'effectivement, la dématérialisation de certaines tâches qui n'ont aucune valeur ajoutée pour se concentrer sur l'essentiel. Et puis aussi certainement le recours à l'intelligence artificielle pour nous aider au quotidien dans nos activités de sécurité. Certainement aussi des applications de santé, parce qu'on n'a pas assez aujourd'hui travaillé là-dessus. On se rend compte qu'on a connu une pandémie. Madame Bachelot doit rire aujourd'hui, ou en tout cas, elle doit être un peu soulagée de se dire que 10 ans après, elle a été enfin reconnue. Mais ça n'a jamais été la préoccupation de personne, ni de moi non plus d'ailleurs. La pandémie, ce n'était pas mon sujet. Je pense qu'on aura un rôle différent à jouer demain. J'espère aussi qu'on aura un rapport à nos utilisateurs différent grâce à ça, en disant que tous ces mecs-là, ils ont été debout, ces hommes et ces femmes, ils ont été debout derrière les barrières et ainsi de suite pour aider à sécuriser les périmètres. Mais je pense que oui, le digital va continuer à pousser tel qu'il poussait. Plus, moins, je sais pas. Sincèrement, Alexandre, je sais pas. Je pense que je suis un peu sec à vous répondre aujourd'hui parce que ma vraie préoccupation, Alexandre, c'est mes salariés. C'est bien sûr ceux que j'ai perdus. C'est le respect pour ceux que j'ai, pour ceux qui continuent à bosser pour nous. C'est le respect pour mes managers qui, malgré leur chiffre d'affaires qui s'écroule, ne se démobilisent pas. Et puis c'est le respect aussi pour des gens qui font des métiers souvent ingrats, mal payés, et dans des situations difficiles, compliquées, et qui, malgré tout, droit dans leur basket, continuent à être là. Moi, c'est ça mon vrai sujet. Et puis aussi, quelque part, accessoirement, la stabilité de mon entreprise, sa pérennité, donc des emplois. Moi, je voudrais avoir à supprimer le moins possible d'emplois après. Et pour ça, il va falloir aussi que j'avale pendant les 3 ou 4 mois qui viennent une situation de trésorerie qui, même pour un groupe comme le nôtre, est quand même pas un sujet anodin. Pour terminer, Guy Rouleau, justement, vous êtes, je le répète, une société familiale. On le sent aussi dans votre discours, proche de vos employés, proche des gens. Est-ce que la solidarité finalement va ressurgir beaucoup plus qu'avant à l'issue de cette crise? J'espère. Moi, je suis profondément optimiste. Mon père était déménageur, ma mère travaillait en usine, je vous l'ai déjà dit, je crois. J'imaginais jamais qu'un jour je serais dans un bureau comme ça, dans un burlin comme ça, que j'aurais une voiture allemande pour aller me balader et que je gagnerais ma vie aussi bien et que j'aurais un métier qui me fait rêver, parce que c'est un métier qui me fait rêver, le métier de directeur général du groupe Samsic. C'est fabuleux. Moi, je souhaite à n'importe qui, à tout le monde, d'avoir une vie comme celle-là. Après, j'oublie la question du coup. Oui. Savoir si la solidarité, que ce soit la solidarité économique, financière, de se renvoyer peut-être l'ascenseur avec les employés, avec les patrons, faire des efforts les uns pour les autres, ça se met un petit peu en place en ce moment, on le sent. Est-ce que ça va se développer après? Est-ce que ça va perdurer? Moi, je regarde la solidarité qui se manifeste aujourd'hui à travers les applaudissements le soir dans les immeubles pour les gens qui travaillent dans le monde de la santé. Je trouve ça super. Mais moi, je me rappelle aussi qu'on était tous Charlie à une certaine époque. C'est vrai. Puis, rapidement, on a oublié d'être Charlie. Ouais. Par contre, je vois aussi des exemples de solidarité, de témoignages de sympathie de nos clients, de nos utilisateurs, de nos voisins vis-à-vis de nos salariés. Ça, c'est génial. Je vois aussi des exemples de solidarité entre les métiers dans le groupe, des gens qui acceptent d'aller filer un coup de main à leurs collègues de la propreté ou autres. Moi, je vois aussi une solidarité entre les chefs d'entreprise qui s'échangent des idées, des solutions, des sources d'approvisionnement dans les masques et tout ça. J'espère que tout ça va rester parce que je suis un éternel optimiste. J'espère que tout ça va rester. Après, ce qu'il faudra tirer comme enseignement aussi, c'est l'incapacité qu'on a eu les uns et les autres à gérer cette situation. Merci beaucoup d'être venu à distance sur le plateau de la grande interview. J'espère vous revoir très vite physiquement. Merci et puis portez-vous bien. Tous. Merci, vous aussi. Merci d'avoir suivi cette grande interview avec Guy Rouleau du groupe Samsic. On se retrouve très, très vite pour une autre interview. En attendant, vous le savez, vous restez chez vous.